J'ai peut-être été un peu rapide, j'espère que j'ai tout dit et que c'était clair pour tout le monde. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir le site internet worldpass.mi.care. Et de toute façon, si vous avez la moindre question, ce que je vais faire, c'est dans le chat, je vais vous communiquer mes coordonnées. Voilà, mon numéro de téléphone, mon email. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, vous pouvez revenir vers moi. Ça sera avec plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée. Je remercie encore Romain et Gérard pour leur accueil. Et je vous souhaite un très bon film. Merci beaucoup Manon, avec grand plaisir. Merci, merci, tu as été super au niveau du timing, c'est juste parfait. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Merci beaucoup à toi aussi. À bientôt, au revoir. Donc, du coup, je laisse la parole maintenant à Gérard qui va vous présenter un petit peu le programme de la soirée et on enchaînera directement sur la projection de Pan American Football. À toi, Gérard. On est d'abord très heureux de co-animer cette soirée entre Watertrip et AVM. Et donc, la soirée qui se présente ce soir, elle a un rapport direct avec la Coupe du monde de football du Brésil qui s'est déroulée en juin et juillet 2014. Autant dire que c'est une période exceptionnelle pour tous les amoureux du ballon rond. Et chacun sait que le Brésil a une super équipe et que dans ce pays, le football déchaîne toujours des passions. Alors, Éric Carpentier est lillois et comme beaucoup de compatriotes de sa région, il est passionné de foot. Et donc, il désire partir dans ce pays pour vivre une période exceptionnelle lors de cette Coupe du Monde. Mais Éric est aussi quelqu'un qui a une passion, une grande passion pour les voyages, mais pas n'importe quel voyage, des voyages qui ont du sens et qui ont une certaine dose de défi. Et en 2013, donc, est dans son esprit un projet né, traverser le continent américain dans une voiture peinte aux couleurs d'un ballon pour rejoindre le Brésil et Rio de Janeiro aura lieu la finale. Et donc, il va tout faire pour mettre en place ce projet et il va d'abord rechercher un équipier et il va trouver quelqu'un par correspondance, par une petite annonce qui s'appelle Pierre Pitoisé et qui va tout de suite se trouver en pleine concordance de vue avec lui et donc ils vont décider de faire ce projet ensemble. Et donc ils vont préparer une voiture, pas n'importe quelle voiture, une 2 chevaux, et ensuite ils vont finaliser leur projet et préparer leur itinéraire. Ils vont partir de Montréal au Canada, traverser les États-Unis, puis l'Amérique centrale, une partie de l'Amérique du Sud pour rejoindre le Brésil. Et avec un souhait et un fil conducteur, qu'à chaque étape de leur périple, leur voiture et le ballon qu'ils ont pris avec eux soient facilitateurs de la rencontre avec les populations qu'ils vont rencontrer dans les pays traversés et en particulier les jeunes. Alors, donc le film va raconter leur aventure, bien entendu, et nous remercions Pierre et Éric qui sont avec nous ce soir et qui vont donc pouvoir prendre la parole s'ils le désirent maintenant avant de lancer la projection du film. Alors, Pierre, est-ce que tu veux dire quelques mots ? D'abord, bonsoir. Déjà, je voudrais remercier tous les gens qui sont avec nous dans cette soirée parce que c'est pas forcément un sujet évident pour tout le monde. Dans le monde de l'aventure, le foot, c'est pas forcément la première chose qui vient à l'esprit. Donc, je voulais vous remercier de passer au-delà de ça et d'être avec nous ce soir. Et justement, je voulais préciser que c'était principalement et avant tout une aventure humaine, ce film. C'était moins un film sur le foot qu'une aventure humaine. Une aventure déjà tout simplement parce que on s'est rencontrés, comme vous le disiez bien, on s'est rencontrés 1 ou 2 mois avant de partir. Donc rien que ça, déjà, c'est l'aventure. Moi, j'avais jamais tenu une caméra. Je faisais une école de production audiovisuelle, mais j'avais vraiment jamais tenu une caméra. Donc, j'avais fait le montage. Et niveau budget, on avait ce qu'il fallait donc pour organiser un voyage. On n'avait rien pour le film. Donc, c'est aussi, là aussi, c'est encore une aventure. Et humaine, dans le sens où, comme vous le disiez aussi, pour nous, c'était une rencontre de foot par jour.
mais dans rencontre de foot, il y a rencontre. Et donc, c'était vraiment, l'idée, c'était vraiment d'aller à la rencontre des gens et de se servir du foot comme meilleur moyen de rencontrer les gens en Amérique latine, puisque c'est évidemment, ça fait vraiment partie de la culture là-bas. Et puis, comme quelqu'un le dit dans le film, pour nous, enfin, j'ai vraiment adopté ce truc-là, c'est-à-dire que après la musique, le foot, c'est le truc le plus universel, donc c'est vraiment ce qui permet de rencontrer le plus de gens. Voilà ce que je pouvais dire ce soir. Bien, donc on va lancer la projection du film. Donc tout le monde va pouvoir se connecter sur un lien qui va s'afficher dans le chat. Et donc on vous retrouvera à la fin du film pour un débat entre tous les participants. Donc on recevra les questions par chat et on les communiquera au fur et à mesure. Voilà, donc à tout à l'heure. Le film dure 58 minutes. On se retrouve donc à 20h20 pour le débat. Alors, on vous fait passer du coup le lien, comme la dernière fois, vers le film qui est disponible dans le chat. Si des personnes ont du mal à le voir, on le republiera, mais normalement, ça devrait aller. Il vous suffit de cliquer dessus et de visionner le film. Et donc, du coup, comme l'a dit Gérard, on se donne rendez-vous à 20h20. On va prendre 5 minutes de battement. Est-ce que tout le monde voit le chat? Parce que pour voir le chat, il faut aller dans un menu en bas qui est normalement en bas, converser. Voilà, vous cliquez sur converser. Voilà, il faut cliquer sur converser pour voir apparaître le chat sur la droite de votre écran. Et dans ce chat, vous avez l'adresse sur laquelle vous cliquez pour accéder au film qui va se lancer automatiquement derrière. Donc, si c'est OK pour tout le monde, on vous souhaite une bonne projection et nous, on vous donne rendez-vous d'ici une petite heure en direct ici des bureaux de The. Est-ce qu'Eric est là aussi? Oui. Oui. Alors, donc, est-ce que pour lancer le débat, vous pourriez nous donner quelques impressions sur ce voyage que vous avez réalisé donc, pendant ces 4 mois ou 3 mois et demi? Quelques impressions. Tu veux parler, Eric? Écoute, 4 mois de voyage en quelques impressions, c'est pas évident. C'est toujours, non, une impression peut-être, c'est toujours un plaisir de revoir Pierre, même en visio, parce que vous le disiez, on ne se connaissait pas avant ce voyage. Et c'est toujours assez marrant en fait de se retrouver parce que même si on ne se voit pas tous les jours, on a chacun nos vies qui sont en plus bien occupées en ce moment parce qu'on est tous les deux devenus papas à quelques mois d'intervalle. Mais c'est toujours assez avec pas mal d'émotions parce qu'en fait on se connaît extrêmement bien maintenant d'avoir été dans cette 2 chevaux tous les jours chaque jour pendant 5 mois, d'avoir vécu pas mal de choses. Donc, il y a ouais, c'est peut-être une première impression, en tout cas, qui reste maintenant, c'est ce lien assez particulier qui se situe quelque part peut-être entre l'amitié et la fraternité. On s'est bien engueulé aussi, vous avez pu le voir. Donc voilà, moi, c'est peut-être un petit peu ça. Ouais. Ah, c'est beau. Et Eric? Pardon? Pierre, tu veux dire quelque chose en réponse? Ah oui. Non, bah déjà, ouais, c'est émouvant. Moi, je dirais que donc, ce que dit Eric, tout à fait, et je dirais que c'est un peu, à titre personnel, c'est un peu un rite d'initiation, un passage à l'âge adulte. C'était un peu les derniers grands moments, je trouve, surtout avec la paternité, les derniers grands moments de liberté et de ce sentiment de on ne sait pas, mais on n'a pas la moindre idée de quoi demain sera fait, d'où on va dormir, avec qui on va parler, de quoi juste ressemblera le lendemain. Et c'est grisant et c'est à la fois très fatigant comme sentiment. C'est, je pense, très, très, très constructeur. Et à titre personnel, c'est aussi ça que je retiens. Ouais. Donc, vous vous connaissiez depuis combien de temps lorsque vous avez démarré vraiment le voyage?
Alors, on s'est rencontrés, je me permets parce que je me souviens très très bien de la première soirée où on s'est rencontrés. Alors, vous êtes à Montpellier, je ne sais pas s'il y en a à Montpellier, mais peut-être certains connaissent les Zango, les bars Zango qui sont des bars de voyage. Il y en a là en l'occurrence à Paris. Ça a été assez vite puisque on a dû se rencontrer, j'ai plus les dates, peut-être 3 mois avant de partir. Dans ces eaux-là. Et en fait, j'avais mis donc des annonces à droite à gauche. On s'est rencontrés, on s'est serré la main le soir même et on s'est dit on y va tout simplement. Donc en peut-être en 1 heure ou 2 heures, c'était fait, c'était acté, on était parti. Et donc ouais, alors en termes de durée exacte, peut-être 3 mois par là. Même, je crois, un peu moins. Je crois qu'on est parti donc début février et on s'était rencontrés mi-novembre, 2 mois et demi, je pense, hein, un truc comme ça. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de la rencontre avec la 2 chevaux la première fois? Parce que la 2 chevaux, vous ne l'aviez pas au départ. Bah, Non. vas-y, pour la 2 chevaux, c'est toi. Non, alors effectivement, la 2 chevaux, on ne l'avait pas au départ. Ça a été une histoire assez sympa, cette 2 chevaux, puisque moi, je l'ai trouvée grâce au garage Pierre. Le garage Pierre, Pierre garagiste. Le garagiste, c'est donc un garagiste spécialisé en 2 chevaux en banlieue parisienne, à Arcueil, et qui a une grande passion pour le voyage. Il a envoyé des 2 chevaux à peu près dans le monde entier. Lui, à titre personnel, souvent, il part et il laisse la voiture sur place et ensuite il rentre par les moyens du bord. Et j'ai connu ce garagiste par un nom qui parlera sans doute à beaucoup d'entre vous. C'est Édouard Cortés, qui a récemment d'ailleurs sorti un livre que je vous conseille. Je lui fais sa pub au passage, mais qui est sorti d'une expérience d'éleveur. Et donc, Édouard Cortés, qui avait beaucoup voyagé, m'a dit va voir Pierre, c'est l'homme qu'il te faut. Et donc, Pierre, je suis arrivé en lui disant écoute, je voudrais une 2 chevaux qui tienne la route. J'y connais absolument rien, ni en 2 chevaux, ni en mécanique, mais c'est la 2 chevaux parce qu'elle représente absolument tout. Tout le voyage finalement, avec son côté populaire, son côté universel, tout terrain. Et donc, il m'a dit Banco, j'aime beaucoup ça. Je vais te trouver ce qu'il te faut. Et il l'a trouvé auprès d'une communauté de bonnes sœurs, les sœurs du Prado, hein, qui sont disséminées un peu partout en France et dans le monde. Et donc voilà, j'ai retrouvé cette 2 chevaux. En guise de préparation, c'était assez rapide puisque Pierre était un partisan de la non-préparation, en disant une voiture est parfaite pour partir comme ça, ne vous embêtez pas, et si vous avez des problèmes, vous les résoudrez, ça ne sert à rien de les anticiper. Il avait raison. Et donc voilà, alors on a présenté la 2 chevaux aux bonnes sœurs. Enfin, on s'est rencontrés d'abord avec les sœurs du Prado. Ensuite, on leur a remontré quand elle était sous forme de ballon, quand on l'avait repeinte. Donc ça, c'était assez marrant. La première fois que je suis sorti du garage avec la 2 chevaux, moi, j'en avais très vaguement conduit, comme des 4L, mais vraiment, c'était pas du tout, je ne suis pas un passionné à l'origine. Et quand je suis sorti du garage, au bout de 200 mètres, ça faisait du bruit, ça brinque-ballait de partout. Fallait passer les vitesses, fallait tourner le volant. Évidemment, c'était un peu dur et tout ça. Et je me suis dit, mais quelle idée de traverser tout un continent dans cette guimbarde. Et finalement, on s'y est bien fait. Et alors, je me souviens plus, Pierre sera mieux, mais si on voit ce passage dans ce film, on a revu une communauté de sœurs du Prado au Chili. Elle nous avait dit embrasser les sœurs pour nous à Vallenar, donc à je sais pas, vol d'oiseau très loin. Et on a revu cette communauté de sœurs et il se trouvait que parmi les sœurs, l'une d'elles l'avait conduit exactement la même 2 chevaux à peu près 2 décennies avant, quand elle était en stage en France. Et donc c'était un moment très émouvant. On était très heureux de pouvoir suivre un peu cette histoire-là avec la voiture, qui était évidemment un personnage central de tout ça. Ok. Avant de poser une autre question, il y a un message de Joël et Anne. Film passionnant et émouvant, le foot social, c'est quand même plus riche humainement que le foot fric. Voilà. Donc, bon, est-ce que
maintenant, votre aventure à vous deux, donc vous connaissiez depuis 3 mois seulement, vous avez dû affronter des difficultés, en particulier avec la voiture, mais pas que, j'imagine. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles entre vous? Est-ce que toujours, malgré le peu d'historique que vous aviez entre vous, est-ce que vous avez réussi à dépasser toutes les difficultés sans problème? Les deux, donc c'est-à-dire qu'il y a eu des difficultés, des grosses difficultés, on va pas se cacher, qu'on a réussi à surmonter. En fait, à chaque fois que la voiture avait un problème, ça partait assez fort entre nous aussi, puisque il y avait beaucoup de tensions, même dû à l'objectif qu'il fallait atteindre. C'était quand même un peu une course contre la montre. Disons que quand on n'avait plus de voiture, donc quand elle était cassée, ce qui est arrivé 2 fois minimum, peut-être une troisième fois, je ne sais plus. Quand elle était cassée, en fait, c'est notre maison qui était cassée. C'est notre lien qui était cassé. Et donc c'était là-dessus pas forcément simple. Ce qui n'est pas simple aussi, c'est de vivre justement dans une maison toute petite, vraiment toute petite. On était aux États-Unis, je me rappelle, les Américains, on les voyait avec leurs grosses bagnoles là, et qui nous voyaient, ils nous voyaient là, dans notre petite 2 chevaux et c'est toujours des remarques. Ah, va falloir que vous vous aimiez beaucoup là pour aller au bout. Ils n'y croyaient pas du tout d'ailleurs. Mais quelque part, ils avaient raison dans le sens où même si on était parti, je sais pas, si j'étais parti avec mon meilleur pote, je pense qu'on se serait pris la tête de la même façon parce qu'il y a quand même de la promiscuité, il y a de la tension, il y a de la fatigue. Donc, mais on a toujours su rebondir de là parce qu'on avait vraiment ce but commun. Enfin, on avait vraiment la volonté d'aller au bout, quoi. Et c'est ce qui nous a toujours réunis. Et quelque part aussi, le fait de se prendre la tête, ça permet aussi, en fait, dès qu'on croisait des gens, c'était une véritable respiration et ça nous poussait aussi vers les autres. Donc, c'était une bonne dialectique, en fait, une bonne gymnastique aussi. Voilà. Ce rebond entre nous deux et les autres était vraiment intéressant parce qu'effectivement, c'était à la fois une respiration et ça nous permettait, quand on n'en pouvait plus, aussi de réfléchir à notre relation qu'on était en train de construire avec l'autre, de réfléchir de manière apaisée, parce que c'est évidemment plus difficile de réfléchir quand on est en tête à tête. Et quand on était avec les autres, évidemment, par un mécanisme assez naturel, ça nous renforçait aussi tous les deux. Donc, il y avait en fait, c'était une espèce de trio entre tous les deux et les rencontres. Et cela dit, alors quand même, globalement, ça s'est très bien passé. Il y a eu de sérieuses frictions, mais globalement, en termes de temps, de temporalité, la majeure partie du temps, ça se passait très bien quand même. Est-ce qu'il n'y a pas eu, vous avez quand même fait beaucoup de kilomètres, est-ce qu'il n'y a pas eu une certaine frustration à traverser tous ces pays aussi rapidement, sans pouvoir prendre le temps de rester un peu avec les gens que vous rencontriez de temps en temps? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais, c'était frustrant de devoir toujours quitter les gens, en fait. Donc, mais à la fois, c'est ce qui fait qu'on rencontre toujours d'autres personnes. Mais ouais, c'est frustrant pour plein de raisons. Alors déjà, moi, personnellement aussi, je tenais la caméra. Donc, c'est aussi quelque chose qui éloigne des gens parce qu'on n'est pas dans l'instant présent aussi. Donc, on rencontre des gens forcément passionnants, ouverts sur le monde, avec plein de choses à dire. Et en fait, l'échange est court, quoi. Donc il faut qu'il soit intense. Mais oui, ça c'est vrai que c'est une légère frustration. Après, ça fait partie du jeu. Et une rencontre ne dure que 90 minutes. Enfin, une rencontre de foot, hein, c'est l'allégorie. Et après, c'est pareil. D'un autre côté, également, on ne faisait pas de tourisme. C'est-à-dire qu'on pouvait passer à quelques kilomètres d'un site touristique incroyable et ne pas y aller parce qu'en fait, on avait rendez-vous au fin fond d'un faubourg de ville ou dans un garage. Mais ça faisait partie du jeu et en fait,
ça fait découvrir les gens autrement et découvrir les pays autrement, quoi, je dirais. Et on le savait effectivement dès le début, il y avait quelque chose d'assez grisant, en fait, cette espèce de grande cavalcade à travers un continent, sans s'arrêter, de remettre tout ça tous les jours. C'était aussi, il y avait aussi quelque chose d'assez plaisant. Donc, effectivement, on peut pas tout faire, mais je note que les quelques fois où on s'est arrêté un petit peu plus longtemps, on était très heureux de reprendre la route à chaque fois qu'on repartait. C'est vrai que ça manque en fait. Au bout d'un moment, de tout recommencer, ça devient une espèce de drogue en fait, de repartir toujours. Attends, où tu as été? Mais non, t'as tout coupé là. Merde. Ah putain. Alors, Racontez-nous votre rencontre avec les amoureux de chevaux, là, ceux qui vous ont réparé la voiture. Comment est-ce qu'ils vous ont trouvé? Quelle a été la piste qu'ils ont suivie pour vous trouver et savoir que vous étiez en difficulté? Alors donc ça c'était la suite donc d'un dodan que je m'étais pris donc voilà au Pérou, donc je crois plusieurs milliers de kilomètres avant, et qu'on n'avait pas réussi à réparer complètement. Donc on était un peu sur la ligne de crête. Et donc on essayait via Internet de laisser des messages sur des sites, sur Facebook, sur des groupes de passionnés ou quoi. Et on avait peut-être un plan à Santiago, donc c'était très loin, mais un mec qui nous disait venez, je vous accueille, mais c'était encore, il fallait rajouter, je sais plus, 2000, 3000 kilomètres avec une bagnole qui tenait avec des fils, et pour le coup, qui tenait réellement avec des ficelles. Et il y avait ce mec, Javier, qui m'écrivait qui m'écrivait des messages, donc je savais même pas d'où en fait il sortait. Et en fait, je répondais bah oui, Coquimbo, je sais pas, on va passer à minuit, donc je sais pas trop si on va pouvoir te voir. C'était pas trop clair. Et il était là, oui, oui, pas de problème, pas de problème. Surtout, bon, les Sud-Américains, déjà au niveau des horaires, c'est pas toujours simple. Et donc, on n'y croyait pas vraiment. En plus, on était vraiment dans notre truc pour aller à Santiago, pour que ça tienne le coup. Et donc, ouais, cette rencontre, donc à minuit, nous attendait depuis 2-3 heures, en fait, au milieu de la Paname, un groupe de 10 mecs avec les thermos de café, en attendant qu'on passe. Ça, c'était vraiment incroyable. Et Eric, je pense, va vous raconter a vraiment une histoire particulière avec ces Citro Amigos de Coquimbo, parce que c'est aller au-delà du film, mais je laisse Eric raconter cette partie, parce qu'elle elle est assez sympa aussi. Ouais, effectivement, alors déjà l'accueil, on les a trouvés sur la Paname, et puis derrière, les quelques jours où ils nous ont pris en charge, vraiment, on touchait plus terre, puisqu'on nous emmenait, on ne disait, vous inquiétez pas, la voiture, etc. Et on est reparti, et eux étaient conscients du jeu, c'est-à-dire qu'ils savaient qu'il fallait qu'on arrive très vite au Brésil, puisque nous, notre but était d'être là pour le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Donc, ils ont été hyper rapides. Ils nous ont dit, allez, repartez vite et arrivez-y à l'heure, quoi. Donc, go, les gars. On est reparti de là, mais on avait des étoiles dans les yeux. On est parti, c'était une machine à laver. C'était de bienveillance, d'accueil. C'était vraiment très fort. Et alors, effectivement, ça a continué, puisque après la fin de la Coupe du Monde, Pierre est rentré en Europe et moi, je suis resté sur le continent. J'ai continué à me balader un petit peu au Brésil, en Argentine, et j'ai fini à Valparaiso. Et en fait, à Valparaiso, la voiture est retombée en panne. J'étais absolument incapable de la réparer. Je ne savais pas ce qui. Mais là, elle ne roulait plus. Vraiment, c'était une panne moteur. Et en fait, de Coquimbo, quand il y a 800 km, 1000 km par là, ils sont venus me chercher avec la voiture. Ils ont remonté la voiture. Et en fait, après, moi, puisque je suis resté plusieurs mois au Chili, j'étais en contact très proche. Ils ont fait une grande réunion de schistes, comme on a en France d'ailleurs, des nationales de chevaux. Donc là, avec tous les deux schistes du Chili, l'Argentine, etc. Et donc, ils m'ont invité, la voiture avant tout, était invité là-dedans. Donc, l'histoire a continué. On est toujours en contact quelques années plus tard. Donc ouais, il y a vraiment eu c'est un fil rouge un petit peu cette passion et
n'importe quel propriétaire de 2 chevaux en France la connaît, en fait, cette passion, cette solidarité autour de cette voiture qui est vraiment pour le coup une voiture absolument unique dans son genre, avec la communauté qui a pu se créer autour. Alors, on commence à avoir des questions, donc on va laisser, donc là, vu qu'il n'y en a pas énormément, les gens les poser. Donc, je vois que Valérie Gastine a une question. Valérie, est-ce que tu veux… Oui, bonsoir Pierre et Eric, merci pour votre film. Vous avez évoqué des inquiétudes quand vous êtes entrés au Mexique et au Guatemala et je voulais savoir de quoi aviez-vous peur en fait? Ok. Alors, il faut savoir, je pense que Eric parlera, mais c'était surtout moi, je crois. Et, Eric, t'étais pas trop chaud pour qu'on mette ça dans la voix off, je crois me rappeler. Mais j'assume. Bah, tout simplement, bah, effectivement, l'Amérique latine, à la fois, c'est très attirant et à la fois, on sait qu'il y a de la criminalité, etc. On avait peur de perdre la voiture. Et ce qui est assez marrant, c'est que, en fait, à la base, on avait un peu peur, mais pas trop. Bon, normal, quoi. Et ce qui est marrant, c'est donc là, c'était les Américains, surtout les Texans. Au fur et à mesure qu'on se rapprochait de la frontière, les gens nous disaient, mais vous êtes des malades. En fait, vous allez passer la frontière, vous allez vous prendre une balle dans la tête, c'est tout ce qui va se passer. Ah là, mais j'imagine dans 6 mois, un fou au Mexique au volant de votre 2 chevaux qui vous aura volé, en train de faire des dragues sur la plage, etc. Enfin bref, chacun y allait de son anecdote sur ce qui allait se passer pour nous. Et plus on se rapprochait de la frontière, plus il y avait des Mexicains aux États-Unis. Et c'était eux qui étaient les pires. Vous ne savez pas ce que c'est le Mexique, etc. Et donc, forcément, à la fin, bah, on commence à se demander un peu où on met les pieds. Et bon, bah, nous, notre expérience était très différente. Et ce qui est assez drôle, je disais, c'est du coup, on arrive au Mexique et là, les Mexicains nous disent bon, bah, ici, ça va, en fait, faut pas croire ce que les gens disent. Par contre, au Guatemala, faites super gaffe, c'est des malades, ils ont pas de règles, ils ont pas de loi. Et quand on arrive au Guatemala, bon, bah, ici, non, ici, ça va, tranquille. Par contre, au Salvador, les gars, faites super attention, c'est des fous. Et en fait, chacun juge le pays d'après, quoi. Une fois qu'on a compris ça, on est un peu plus détendu, forcément. Voilà. Bon, il y a une question de Anne et Joël. Vos contacts avec les écoles et associations étaient-elles prévus depuis la France? Pas du tout, puisque on avait suivi les conseils de Pierre le garagiste. On voulait être spontané et désorganisé. Ça n'a pas du tout marché aux États-Unis. En fait, on voulait arriver devant les lieux des ONG ou quoi, sans prévenir, et puis venir et discuter. Donc, on a compris très vite que ça ne marchait pas comme ça, qu'il fallait prendre des rendez-vous, voilà, écrire des mails, prendre contact. Donc, on a pris ce pli-là petit à petit. Je crois qu'on avait quand même, on s'appuie sur un réseau. C'est Eric en parlera de ça. On s'appuyait sur un réseau et on écrivait aux ONG un peu au jour le jour. On cherchait un peu au fur et à mesure nos prochaines destinations, parce que ça nous faisait un peu un fil rouge quand même, les ONG, ça nous permettait d'avoir des pieds à terre. Le nom du réseau, je vais laisser Eric. Ouais, alors effectivement, on avait quand même. Alors, le réseau, c'est le Street Football Network. Donc, c'est qui regroupe des associations qui œuvrent, qui utilisent le football comme moyen de développement social, personnel et social à travers le monde. Donc, on avait en fait ciblé, on avait un peu cartographié tout ça. On avait très proprement noté, c'est un peu ironique, dans un cahier vert, puisqu'on n'avait pas vraiment on n'avait pas de smartphone et je crois pas si on avait un petit ordinateur pour décharger les cartes et pour les passer sur disque dur, mais c'était très minimaliste comme équipement informatique. Et donc on avait noté tout ça sur un cahier vert. Effectivement, l'idée c'était de tout le voyage et aussi avec les associations, c'était d'arriver, de mettre le ballon et puis de faire naître la rencontre sans l'avoir prévu. Qui n'a pas du tout marché, en fait, mais ça, on aurait pu y penser peut-être avant, mais en Amérique, ça n'a pas marché, parce que d'abord, les gens se sont organisés, on connaît ça en Europe, quand on débarque comme ça, c'est rare que ça soit le bon moment, il y a souvent, il faut prendre des rendez-vous, etc. Aussi, c'était l'hiver, donc il faisait pas très chaud. Et donc, ouais, effectivement, après, ça s'est quand même mieux passé, mais on prévenait. Alors, au début, on prévenait une semaine avant, et puis au fur et à mesure, on prévenait 3 heures avant.
mais ça passait beaucoup mieux ensuite en Amérique latine où le foot est vraiment là omniprésent. Et puis, mais par contre, on voulait vraiment continuer avec les associations. Alors, bon, d'une part, pour un pied-à-terre, des fois, c'est pas inutile. Et d'autre part, parce que ça permettait quand même d'apporter pas mal de profondeur à ce qu'on cherchait et à la vision qu'on voulait à la fois nous approfondir et défendre du foot. On parlait tout à l'heure de foot social et de foot fric, de voir un peu comment ces gens, comment les gens à travers le monde l'utilisent, quelles sont les manières pour le faire, etc. Donc, il y avait vraiment c'était ouais, c'était ça, un peu de profondeur au voyage. On prend les questions dans l'ordre. La deuxième question d'Anne et Joël, c'était la route entre Panama et la Colombie est réputée difficile, voire impossible. Vous êtes passé, qu'en dites-vous? Alors, on va en dire qu'on a triché, puisqu'on est passé par cargo. Effectivement, c'est le bouchon de Darien à cet endroit-là, donc qui est une zone de jungle qui est réputée impossible et qui est conservée impossible volontairement. Donc on est passé à peu près comme tout le monde. C'est pas vraiment un choix qui s'est posé. C'est-à-dire que le Darien est en soi une expédition qui se prépare. Je n'ai pas le décompte exact, mais je crois que le nombre de voitures qui ont réussi à traverser le Darien du nord au sud se compte sur les doigts d'une main. Enfin, c'est vraiment, on peut mettre plusieurs mois pour traverser ces 30 à 50 kilomètres. Donc nous, la question, je sais que voilà, on peut le faire à pied, etc. Mais c'est une expédition à part. Donc nous, on a mis la voiture sur un camion, on a passé des heures dans les ports, dans les zones douanières de Panama et puis ensuite de Carthagène pour la récupérer. Et nous, de notre côté, on aurait aimé, ceux qui connaissent savent que globalement, il y a deux manières de passer donc, une fois qu'on a envoyé le moyen de transport, de passer de Panama à Colombie. L'une, c'est l'avion, c'est celle qu'on a choisi. On aurait aimé choisir l'autre qui est en voilier par les San Blas. Malheureusement, on n'avait plus l'argent pour faire ça. Donc, et puis, donc, on le disait, on n'a pas été de très bons touristes. Ok. Françoise demande, et la 2 chevaux, vous l'avez ramenée en France? Oui. Oui, elle est rentrée en France. On est rentrés tous les deux en cargo en France. Donc on a tous les deux embarqué pour un mois de traversée de Montevideo jusqu'en France, puisque en France, elle a continué en fait à tourner. Elle a été donc signée comme ça, c'était cette espèce de livre d'or et ça tenait à cœur qu'elle rentre. Comme ça, elle a pu tourner. On a pu faire des projections depuis la 2 chevaux en plein air avec un petit rétroprojecteur à l'arrière. Et puis donc partager un peu le message et ce qu'on avait vécu et pour ça la 2 chevaux était vraiment le meilleur vecteur pour ça. Et maintenant elle est toujours là, elle a validé son contrôle technique grâce à un contrôleur dont je ne dirai pas le nom mais qui aime beaucoup le football. Et elle est maintenant sur la côte d'Opale, qui est une terre propice à ses pistons puisqu'elle est parfaitement plate. Parfait. On a Laure qui veut poser une question. Laure, je te laisse du coup activer ton micro et poser ta question. Alors, je croyais que mon micro... Vous m'entendez? Oui. Tout tourne quand même autour du football. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment que est-ce que vous auriez pu vivre une aventure semblable? Je dis semblable parce que ça ne peut pas être la même exactement, mais à travers un autre sport. Ou est-ce que vous pensez que c'est vraiment le foot qui a fait l'intégralité, qui a été le cœur de l'aventure? Ou est-ce que, voilà, si ça avait été un autre sport, est-ce que vous pensez que vous auriez pu vivre quelque chose qui ressemblait à ça? Alors, il y a quand même une dualité. Il n'y a pas que le foot, il y a la 2 chevaux. Et Ouais. ça tourne quand même aussi pas mal autour de la 2 chevaux, c'est-à-dire que visuellement, c'est quand même la 2 chevaux qui intéressait aussi les gens, qui nous posaient aussi beaucoup de questions là-dessus. Encore une fois, les Citro Amigos au Chili, c'était côté 2 chevaux. Donc la 2 chevaux, ça reste. Est-ce qu'on peut parler de sport? Oui, c'est un sport automobile. Donc déjà, c'est 2 sports. Ensuite, honnêtement, le foot en Amérique latine, c'est quand même un must hein, pour pouvoir aborder qui que ce soit. Je pense que c'est quand même. Je vois même pas quel autre sport
Alors, le cyclisme, on peut faire un truc en vélo, mais non, je crois que quand même, c'est irremplaçable. Le foot, ça reste le truc le plus simple, le plus pratiqué. Plus populaire. Hein. Ah oui, plus simple à pratiquer, en fait, tout simplement. Ouais, C'est beaucoup. En fait, on demandait beaucoup aux gens pourquoi tu aimes le foot. Et il y a vraiment la réponse qui revenait le plus, c'était bah, tu as un ballon et tu joues, en fait, c'est tout. Ouais. C'est l'aspect un peu démocratique, simple, pas vraiment d'engagement, pas humain, hein, mais pas vraiment d'engagement financier, pas trop compliqué, pas trop. C'est ça que vous avez senti en fait. La simplicité, elle vient de là. Ouais, oui, je pense que c'est ça. Et puis après, bon, pour eux, c'est plus viscéral. Hein. C'est culturel, mais ils savent même plus pourquoi. Mais c'est le foot, quoi. Mais quelqu'un le dit dans le film. Je pense que la seule chose qui aurait pu remplacer le foot, ça aurait été la musique. Ouais. Bon, il y a une question de Martin. Avez-vous gardé contact avec les gens rencontrés, notamment le Club des Deux Chevaux, et y a-t-il moyen d'aider les différentes associations rencontrées? Alors, le contact, on disait tout à l'heure, il s'est prolongé après le voyage. Et maintenant, on a gardé contact, alors évidemment de loin en loin, hein, par les réseaux sociaux et par des messages échangés de temps à autre. Et sur les associations rencontrées, alors, on avait gardé des contacts, c'était maintenant il y a plus de 6 ans. En fait, le voyage était organisé par l'association ACO, donc, qui était active à ce moment-là, puisqu'il y a eu des projets avant en Inde en particulier, où des équipes de foot ont été montées dans l'état du Chhattisgarh. Pour aider les associations rencontrées directement, je ne saurais pas dire. On citait tout à l'heure le Street Football Network, qui rassemble toutes ces initiatives auxquelles on peut se rapprocher. Et je citerai aussi une autre initiative peut-être un peu plus proche de nous, mais tout aussi universelle, et qui est d'ailleurs un peu un point de départ de l'ensemble de ce voyage, et qui remonte à 2011 pour le coup, mais c'est la Homeless World Cup, la Coupe du Monde des sans-abri, qui est organisée, alors cette année, forcément ça ne va pas se faire, mais qui est organisée chaque année dans un pays différent. 2011, c'était à Paris. Et qui donc, et en 2015, c'était à Santiago du Chili, on y était, et qui donc rassemble une espèce de vitrine de toutes les associations dans le monde qui organisent le foot comme outil de développement, et qui peuvent envoyer une équipe nationale, alors de sans-abri ou de personnes en réinsertion, et tout le monde se réunit, organise une Coupe du Monde. Donc, peut-être le moyen le plus intéressant pour se rapprocher de ce réseau-là, ce serait la Homeless World Cup. Je suis désolé, je vais devoir vous quitter. Pas de problème, de toute façon, on arrive au bout de la soirée, donc c'est déjà super. Il n'y a plus de questions pour l'instant. Je pense qu'on va vous remercier vraiment de nous avoir permis d'abord de regarder tous ensemble ce film, et puis d'avoir été avec nous pour répondre aux questions. Vraiment, merci. On a été ravis de passer cette soirée avec vous. Le film était super. Et vos interventions ont répondu parfaitement aux questions. Merci. Et on vous souhaite une nouvelle vie maintenant avec vos bébés, puisque vous êtes de jeunes papas, et j'imagine avec vos compagnes et vos femmes, passer une bonne continuation. On vous remercie encore. Merci, c'est un autre type d'aventure, effectivement. Merci à vous pour l'organisation, et merci à tous les participants pour votre temps. Avec grand plaisir, merci à tout le monde. Et bien sûr, du coup, on vous donne rendez-vous le mois prochain. Je pense que ça y est, c'est un rendez-vous qui est installé jusqu'à ce qu'on puisse reprendre une vie normale. Donc, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel after-work voyage numérique. Merci. Très bonne soirée à tous. Merci à vous. Bonne soirée et longue vie à What a Trip. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.